Bonsoir à tous et bienvenue pour ce 17e épisode de Deeply Rooted pour parler rap US avec vous pendant une heure dans des conditions un peu particulières puisque nous sommes en confinement. On vous a laissé un mois sans émission pour s'adapter. C'était un petit peu difficile d'imaginer l'émission autrement et à distance. Finalement, c'y est fait et on va donc vous faire ça chacun de chez soi. Je serai donc accompagné comme d'habitude de Momo qui est chez lui devant son bureau. Qui porte le maillot de Manchester United et qui est la meilleure équipe du monde. Voilà. Et de Joachim qui est chez lui. On a réussi à régler ses problèmes de connexion et il va nous accompagner également. On espère que la connexion tiendra. Et je tiens à dire que moi je vis en 2020 et donc Manchester United n'est vraisemblablement pas la meilleure équipe du monde. Voilà. C'est ok. Alors comme d'habitude on parlera pas foot mais rap, vous connaissez le principe de l'émission, on va s'intéresser à une scène en particulier. Ce soir on va parler de Détroit. Pour écouter les dernières émissions n'hésitez pas, donc il y en a 16. Vous pouvez aller sur le site internet de l'émission deeplyRooted.fr, sur la page Facebook Deeply Rooted l'émission, on est sur Twitter également. N'hésitez pas à nous faire des retours, vous êtes très nombreux à nous avoir rejoints, d'ailleurs on est plus de 1000 sur la page désormais, merci à vous. Et donc ce soir, je disais, on va parler de Détroit, ville qu'on n'a pas eu encore l'occasion d'aborder et qui a pourtant une scène particulièrement importante. Jojo, peut-être avant qu'on se lance le premier son, est-ce que tu peux nous faire un petit... Ouais, c'est la première fois qu'on s'arrête à Détroit, ce sera pas la dernière. Donc c'est un premier arrêt, une petite présentation, des bases en tout cas, d'un certain aspect de cette ville qui est plus tournée vers le New York et la East Coast. Donc notamment autour de J. Dilla. Voilà, donc ça va être va tourner autour de ça. Et on va se lancer d'ailleurs le premier son de LZ, Detroit State of Mind. Detroit State of Mind. On a raté un petit bout de l'intervention de Joachim. On s'écoute ça et on se balance la première partie de l'émission. À tout de suite. It's Illmatic. It's Illmatic. Yeah, I'ma start this shit off, man. Yo, rappers a monkey flip on, gorilla stomp on. I'm out here with the dealers pumping, the killers dumping. Dead bodies in Lake Michigan and shake fishermen. Pimps turning the pastures to fake bishops in the churches. And profits determine off what you purchase or who you purchase. A week ago, ducking from searches and police raids. The crease grades, someone deceased made the front page. The priest prayed, he went to heaven, but the beast stayed. Now it's a war, and flowers for more. Funerals, you see who's soon to go a few hours before. It's just the same story. They cutting more keys with someone ODs in the same building on the same story. It's that ruthless drug addicts, toothless term doofus, responsible for how the waste the youth is, who run up in your shop and steal, popping pills at a house party with a hood rat, copping fields, fucking raw mentalities like fuck the law. Nowadays niggas buck when they would've snuck your jaw in the city of schemes where money is power, and shots go off at the funniest hours. Now it's breaking news, it's best that you stay awake and snooze. They taking lives or they taking shoes. I jot it down like I'm Langston Hughes and paint a picture in my good book that's full of verses that ain't a scripture nor fun of religion. Judges put men under the prison. Them shorties screaming they riders, but ain't none of them driven. I try to school them cause they dropped out. Once they popped out the pussy, they mad because they pussy pops out. Now they a bastard. Life could be fatal when the hazard from the cradle to the casket. I'm rightfully raised around a life of crime. Stitches dropping dimes, I think of rhymes when I'm in the Detroit state of mind, state of mind. Detroit state of mind. Detroit state of mind. Detroit state of mind. Yo, we having dreams that I'm a gangster, sipping no bottles of rosé, chilling with my out-of-town connect named Jose, trying to hustle for more pay, police in my doorway. I never had my head in the clouds, cause they can go great, and that ain't my forte. So fuck a jobber who I stuck a rob just the other day, who's listening to what they mothers say about finishing school to get they GED, with crackheads is trying to slang a HDTV for rocks and snort. The fast life is why the time on your clocks is short. Even the shorties pulling Glocks from they boxing shorts. Rap sheep, you so long that it shocks the courts. That's why we call the Murder City. Tipping stripper than you could purr the kitty. Bad boys before we heard a ditty. Word to Maserati, Rick, Demetrius Holloway, and those who celebrate by busting guns on a holiday. Happy to see another year and it begin.
Was told to watch for enemies that pretend to be friends. They hit you with the setup. I seen it all with my own too. The hood is like a glass house, the devil throws stones through. Many is stressed off the Henny or cess. Maybe because the city's built above where Indians rest. And peace, police found deceased, his hair raising like Khalees. D-boys hot and working they fleece. A bubble geese, I knew this fly chick, pretty ripe. She was my type. That crack shit wasn't hype. She fell in love with the pipe. She had dreams being the next D-Ross. But the Supremes overdosed in the lot between the plot and the schemes. Detroit state of mind. 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 De retour pour cette première partie de Deeply Rooted pour vous parler de Détroit. On vient de s'écouter le morceau de LZ, Detroit State of Mind, qui est un morceau donc hommage au morceau de Nas, et donc il a fait tout un album Illmatic qui rend hommage justement à l'album Illmatic de Nas, mais qui est rejoué avec des instruments live et qui est réadapté, et un album qui a eu un bon succès, mais vous verrez qu'on reparlera de LZ un peu plus tard. Pour commencer, on va faire ce qu'on fait parfois dans les émissions quand on aborde une scène pour la première fois, comme c'est le cas pour Détroit, c'est de vous faire un petit topo musical, historique, social de la ville, pour expliquer les racines justement de ce son hip-hop de Détroit qui va apparaître par la suite. Pour nous parler de ça, Momo. Ouais, Détroit, il y a beaucoup de choses à dire, et on va commencer maintenant. D'ailleurs, si j'avais 2 mots pour décrire l'histoire de Détroit sur les dernières décennies, je pense que ce serait ascension et agonie. Ça fait un peu peur dit comme ça, mais on va revenir 100 ans en arrière quand Détroit a vu l'industrie de l'automobile grandir en son sein, et que ça a commencé à devenir une ville attractive pour la population. Donc il faut savoir qu'à Détroit, il y a eu 3 des plus grandes marques d'automobiles que vont connaître les États-Unis, à savoir General Motors, Ford et Chrysler, qui vont y développer leur business et créer énormément d'emplois. Donc là, on est dans les années 1920. Donc la première conséquence de ce succès et de ce boom, c'est que ça va attirer une nouvelle population, noire en l'occurrence, qui vivait à ce moment-là dans le sud et qui a vu en Détroit un moyen de s'émanciper économiquement et socialement parlant, parce qu'il y avait encore beaucoup de ségrégation déjà dans les États-Unis globalement, et dans le sud avec les États, je sais pas si c'était encore, c'était la fin des États confédérés. Peut-être que je me trompe au niveau de l'histoire, mais en tout cas, c'était encore très tendu pour eux dans le sud. Donc ça va créer un début de mixité, ce qui est bien, une mixité sociale dans la ville, mais il va quand même y avoir un peu de tension entre les populations, et parce que voilà, il y a la population blanche entre guillemets, alors faire attention à noir et blanche, au mot que je vais utiliser dans cette chronique, mais là on va juste se référer aux couleurs de peau concrètement. Et voilà, une petite tension qui s'installe entre les nouveaux qui sont fraîchement installés, ceux qui étaient déjà là, et voilà. Donc au final, l'industrie de l'automobile est en plein boom, l'économie de la ville se porte bien, mais malgré la migration dans le nord où il y a moins de ségrégation, la population afro-américaine continue quand même à subir pas mal de discrimination, et la ville commence à faire face à des tensions raciales dès 1943, où il y a des travailleurs blancs relativement pauvres, on va dire en bas de l'échelle des travailleurs, qui ont peur pour les postes à responsabilité, les carrières que soi-disant les personnes de couleur noire viendraient leur prendre. Donc ça crée un peu des embrouilles. Finalement ça se tasse, et ça continue à avancer. Ceci étant, la mixité elle prend pas réellement, puisque au fur et à mesure du temps, en fait, la population blanche va aller s'installer dans les banlieues, ce qu'ils appellent aux États-Unis les suburbs. Et il y a un phénomène qui s'appelle le white flight, donc le vol blanc concrètement, qui fait qu'en fait il y a de plus en plus de gens blancs qui vont aller s'installer en banlieue et laisser la population noire afro-américaine vivre dans le centre. Ce qui est un peu l'inverse parfois de ce qu'on peut connaître ici, c'est-à-dire le centre riche, on va dire, avec les populations les plus aisées, et les banlieues éloignées avec les travailleurs les plus pauvres. Là, donc c'est un peu l'inverse qui se produit, quoi. Ouais, parce que là-bas, je pense que il y a une notion d'espace dans les banlieues, d'avoir son jardin, etc., de pas être au plus près de son lieu de travail, d'avoir cette qualité de vie. Et ouais, carrément, c'est l'inverse. Et du coup, en fait, la discrimination, elle n'est pas réellement institutionnalisée, tu vois, on ne dit pas aux gens de se parquer comme dans le sud, mais c'est plutôt un fait économique, et c'est aussi orchestré par des promoteurs, on va dire, un peu véreux, qui veulent pas forcément bousculer l'homogénéité
zones d'habitation. Donc, après ces crises-là, déjà ces tensions sociales, il y a la crise de l'automobile dans les années 50 qui va frapper Détroit et qui va la faire sombrer petit à petit. Les usines sont délocalisées dans le sud pour alléger les coûts, il y a l'automatisation des chaînes de construction. Là, je vous fais un petit cours d'économie, attention. Ce qui fait perdre beaucoup de travail à beaucoup de personnes. Et alors, le point d'orgue, on va dire, dans ces années-là, c'est les émeutes de 67 qui ont fait l'objet de beaucoup de films, documentaires et de livres et on va vous partager des infos là-dessus parce que c'est très très intéressant. Donc savoir que donc en juillet 1967, il y a un raid policier, une descente sur un bar clandestin parce qu'il y avait encore des bars clandestins suite à la prohibition d'Al Capone, même si c'était dans les années 30, c'est encore une sorte de culture qu'ils avaient gardée. Et donc c'était un bar qui était uniquement fréquenté par la communauté afro-américaine. C'était une descente assez musclée et ça va déclencher en fait des réactions en chaîne, si je puis dire ça comme ça, qui va transformer en fait Détroit en théâtre d'affrontement pendant 5 jours entre les forces de l'ordre et la population afro-américaine. Donc c'est vraiment très très intéressant, c'est extrêmement important pour Détroit cette histoire-là et c'est très nuancé dans les faits. Donc comme je vous le disais, on va vous mettre des liens parce que je peux pas trop m'attarder là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à dire sur Détroit. Mais voilà, on va vous mettre du contenu pour étayer cette histoire-là. Et donc après ces émeutes-là, l'histoire de la ville, en tout cas ce que ça va donner plus tard, ça va totalement changer les choses. Même si on est au niveau des institutions, on a essayé de réparer les choses. Il y a un premier maire noir qui est élu à Détroit, essayer de concilier les tensions, mais finalement ça va. Globalement, la ville, excuse-moi, du coup, elle perd beaucoup de sa population, elle est super endettée, etc. Je sais pas si t'allais le dire, mais si, carrément, c'est genre les conséquences, sont désastreuses pour la ville. Ah oui, c'est en plus au-delà de ça, je veux pas présenter la ville comme étant genre juste un combat entre des noirs et des blancs. Il y a eu des maires corrompus. Concrètement, Détroit n'a basé sa richesse que sur une seule industrie. Donc, au moment où il y a eu la crise de l'automobile, ça a tout fait foirer. En 1950, il y avait 2 millions d'habitants. En 2018, il en reste plus que 700 000. En 2013, la ville a été déclarée en faillite totale. Le fait aussi que ça soit basé que sur une seule industrie, ils ont délaissé les transports, les automobiles, l'éducation, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de mixité et d'élévation sociale. Une hausse de la criminalité. T'as pas dit le surnom de la ville. C'est vrai, qui est Motor City d'ailleurs. Honte à moi. De toute façon, j'y serais revenu parce que je vais parler de la Motown là justement après, mais Motor City parce que ville de la voiture, en gros, ville moteur, si on peut dire, c'est comme ça. Et du coup, parfait, ça me permet de parler maintenant de musique parce que là, je vous ai fait tout le côté social et économique. Mais faut savoir que Détroit, en termes de musique, c'est un berceau ultra important de la musique aux États-Unis et encore plus de la musique afro-américaine, puisque le fameux label de la Motown qui a donné des noms très célèbres. C'est la seule musique valable aux États-Unis, on va dire. De quoi? De la musique afro-américaine, je veux dire. Ah oui, si t'es pas fan de country, ça dépend des goûts. Moi non plus, tu vas me dire, mais ouais, c'est vraiment le berceau de la musique afro-américaine, concrètement, Détroit, ou un des berceaux de la musique afro-américaine. Donc je vais pas vous retracer toute l'histoire de la Motown, mais il faut savoir qu'en 1959, il y a un jeune garçon qui s'appelle Berry Gordy qui en a marre du travail à l'usine et qui se dit qu'il veut la vie de rêve, comme celle de Tony Montana, et il va décider de créer son propre label qui va s'appeler Tamla à la base et qui prendra plus tard le nom de Motown en référence à Motor City, le nom de Détroit. Alors que vous ayez une idée, parce que Motown ça parle pas forcément aux no-condesseurs ou aux gens qui regardent la musique un peu de loin ou qui s'intéressent pas forcément à ce genre de musique, mais en termes de noms, ça a compté Diana Ross, Stevie Wonder, Les Rounettes, Marvin Gaye, Smokey Robinson, Martha et the Vandellas et bien d'autres noms. Je vais pas vous faire toute la liste parce qu'il y en a des masses. Et donc Jackson après. Alors les Jackson 5 c'est après, c'est pas à Détroit, c'est quand ils s'installent à Los Angeles. Los Angeles. Ouais. Donc faut savoir que Berry Gordy, il impose directement son style et ses idées avec la Motown puisqu'il invente tout un style. Déjà tous les chanteurs font de la soul, tirent ses racines dans la pop et dans le gospel. Faut savoir que Détroit c'est une ville très très gospel et du R&B. Mais c'est quelque chose de très grand public qui parvient en fait à concilier la communauté afro-américaine et blanche. C'est des sons qui parlent à tout le monde, très enjaillants, ce qui est un peu l'opposé du label rival, la Stax, mais qui elle vient de Memphis et qui a un son un peu plus puriste et pointu.
Faut savoir que Gordy... C'est aussi de là que vient l'opposition Southern Soul à Northern Soul. En fait, Northern Soul, c'est tout ce qui est un peu plus pop et commercial, alors que ça vient pas forcément du Nord. Et comme tu dis, Southern Soul, c'est un peu plus le truc puriste, comme la Stax. Ok, d'accord. Merci pour l'info. Et du coup, où est-ce que j'en étais ? Excusez-moi. Donc ouais, c'était, voilà, comme le disait Jojo, il y a cette opposition nord-sud entre la Stax et la Motown. Et lui, Berry Gordy, ce qui lui permet de faire accrocher les personnes au son de la Motown, c'est qu'il n'hésite pas, par exemple, à habiller ses chanteuses qui sont afro-américaines comme des femmes blanches de leur âge. Comme ça, il y a un sentiment d'appartenance. Les gens se reconnaissent en ça. Il crée tout un style de pas et de danse qui sont vraiment très simples à appréhender. Voilà, donc ça, les gens catchent très bien le style de la Motown. Ouais, il arrive à créer une sorte de catégorie de musique populaire qui parlerait aussi bien aux populations afro-américaines que blanches. Mais stratégiquement, il a vraiment bien calculé son coût. Ah oui, etc. C'est exactement ça. Est-ce qu'il y aura un rôle, quand tu parlais des émeutes tout à l'heure, je sais pas si tu allais l'évoquer, mais est-ce qu'il y aura un rôle au moment des émeutes, justement, un petit peu, peut-être fédérateur et qui a aidé la musique, quoi. Si, ouais, juste, c'est exactement ça, parce qu'en 67, durant les émeutes, pour revenir là-dessus et pour montrer quand même que dans Détroit, tout est lié aussi bien dans la musique, le social, la population, ce genre de choses. Savoir que Martha Reeves de Martha and the Vandellas était en concert durant les émeutes et était tellement impliquée dans le truc que pendant qu'elle chantait, elle a stoppé son concert pour inviter les gens de sa communauté, même tout le monde, un peu organiser son foyer et arrêter ces émeutes. En 70, il y a Gordy qui sort un album qui s'appelle Black Forum, qui contient un discours de Martin Luther King, du discours de Martin Luther King de 1963. Donc ouais, le label est aussi très impliqué dans sa communauté, dans ce combat de la ségrégation. Bon alors, on va s'arrêter là pour la Motown parce qu'en 72, la Motown déménage à LA, les Jackson 5 les rejoignent et ça ce sera une autre histoire. Et donc Détroit, c'est pas que de la soul non plus, c'est aussi de la techno. Mais oui, parce que pour vous faire rapidement l'histoire, à la base, la techno, c'est en fait c'est un descendant de la funk et de la disco. Ça paraît très chelou, mais il faut savoir qu'il y avait des gens qui étaient, à un moment donné, en fait, la funk c'était l'épicentre de la musique à Détroit. Et la disco aussi, et il y a eu toute une effervescence autour de ça, sauf qu'avec le temps, c'est passé, et il y a des gens qui voulaient continuer à garder toute cette effervescence autour de ces musiques-là, et du coup ils ont commencé à tripatouiller des sons, à s'enjailler dessus, etc. Et avec le temps, ça a donné la techno de Détroit, et il y a la house aussi qui est née à Chicago. Il y a les premières... Enfin, j'imagine qu'en termes de machines aussi pour faire de la musique, il y a eu ça qui est arrivé aussi, les premières machines où tu pouvais créer du son, etc. Donc ça qui a aidé à l'impulsion. Mais c'est vrai que c'est une grande ville, c'est la ville techno. Ah oui, carrément. Là où c'est né à Chicago, mais oui, la scène de Détroit, la scène techno de Détroit est encore connue de nos jours. C'est une référence, des noms comme... Moody Man ou même Robert Hood, des mecs qui font de la techno et en même temps qui ont une culture très gospel et qui arrivent à mélanger les deux. Savoir aussi que Détroit, c'est une ville où même si elle est tombée en totale pas désuétude mais en décrépitude, il y a une très forte vie nocturne là-bas et ça a été impulsé très tôt par les clubs clandestins dont je vous parlais, mais aussi par la communauté gay qui a impulsé toute une culture de clubbing avec des pionniers comme Ken Collier. C'est ultra intéressant, comme je vous le disais, on va continuer à vous balancer des liens autour de ça. Et voilà, tout ce que je vous ai raconté, en fait, ça forme un creuset qui a directement ou indirectement influencé le rap dont on va vous parler aujourd'hui. Ouais, on le reverra, comme tu dis, tout au long de l'émission, des bouts, les samples notamment de la Motown qui viennent et reviennent année après année. Et même la techno, on pourrait penser que comme ça n'a pas forcément marqué la musique de la ville, mais on verra que si. On le verra notamment dans la prochaine partie. On va s'écouter Slum Village, Players, et on revient juste après pour parler d'artistes de Détroit. À tout de suite. It's the 788 D10, just like Jake the Snake. Actually, we don't participate, but if you do, then I'ma see you at your weight. Don't let the drama fluctuate. I don't wanna, I gotta, we cooking sex. Now where would we be at if we let you do that? We probably be laying on our backs. Talking this and that, you want your plan, it was whack. I never would clean myself out like that, but
I guess that's where you at. That's where you at. What I'ma do is like, call out your whole crew cause your crew likes to bite us. Y'all stick to freestyling cause y'all ain't no writers. Trying to be something and can't play the game. See ya sound the same man you claim to be something you ain't. It won't be without SP. That's right. Y'all need to be smacked open hands. I can give a fuck about this shit. You all up in my face over some whole shit. Just come out. You wanna be with my clique? You must know, really, how wild I get when I walk in the place saying yes, yes. There's some people who really wanna see the ass. Personally, I can give a fuck less. Check your lady, she's a groupie hoe, opening her coochie hole. Fuck that hoe, out of Unidivo. When you front, it's inspirational. You. Yo, you wanna be something and can't play this game. You sound the same man you claim to be something you ain't. It won't be without SP. Y'all need to be smacked open-handed by these. Talking this and that, you want your plan, it was whack. I never would play myself out like that, but I guess that's where you at. For me to hold you up, you think I really give a fuck? You and your crew. Y'all wanna be something. On est de retour dans Deeply Rooted pour parler rap de Détroit. On vient de s'écouter Slum Village avec le morceau Players. Joachim va nous parler de ce groupe important et du monument de Détroit qui est J Dilla, l'un de ses membres et producteurs. Exactement, donc J Dilla c'est un producteur légendaire donc, de Détroit. Je vais revenir un peu là sur sa carrière et puis après je vais parler un peu de son héritage. Donc J Dilla, il faut savoir que c'est un mec qui a baigné dans la musique très très tôt. Son père était bassiste, il chantait aussi du jazz, sa mère chantait de l'opéra. Un oncle aussi à lui qui était musicien, donc il baigne dans cet univers très très musical. Il bouffe de la musique matin, midi et soir. Et, enfin, voilà, tous ses proches disent que voilà, dès le plus jeune âge, il était vraiment obsédé par ça, quoi. Il était évidemment plutôt attiré par les musiques noires américaines, c'est-à-dire le jazz et la soul essentiellement. Étrangement, son premier instrument c'était le violoncelle, c'est assez rare comme, pour un producteur de rap ou pour quelqu'un qui fait du rap en général. Mais bon voilà, en tout cas il est déjà obsédé par la musique. Et adolescent, il commence à fréquenter un musicien qui habite son quartier, M. Fiddler. M. Fiddler, c'est pas non plus n'importe qui, parce qu'il a tourné avec George Clinton en tant que claviériste. Et M. Fiddler, il a un studio qu'il appelle le M Camp. Et donc dans George ce studio, Clinton qui est un des boss de la funk. C'est ça, George Clinton, on en avait parlé, je sais pas si ceux qui nous écoutent régulièrement le savent, on avait parlé pendant notamment l'épisode sur la G-Funk. C'est le parrain de la P-Funk, etc. Enfin, c'est une légende de la musique noire américaine, George Clinton. Et donc, M. Fiddler, dans son studio, il y avait plein de musiciens locaux qui passaient, qui venaient s'enregistrer, qui venaient bénéficier des conseils de Hemp. Et J.D., lui, il observe un peu son mentor, il commence à l'assister, puis au bout d'un moment, il dirige lui-même les séances d'enregistrement. Il est encore adolescent, il a 16-17 ans. Et puis surtout, il découvre tout le matériel en fait d'enregistrement, et notamment aussi les boîtes à rythme et les sampleurs. C'est là que vraiment l'histoire d'amour commence pour lui, qui à cette époque-là écoute aussi pas mal de rap, notamment les mecs de New York comme Tribe Called Quest, et notamment son idole aussi, Pete Rock. Donc il commence à enregistrer ses premières prods, et dans les années 90, il commence aussi à fréquenter plusieurs rappeurs. Ça commence avec Fat Cat, il s'enregistre ses premiers morceaux avec Fat Cat. Le duo Frank and Dank aussi, c'est des potes à lui. Proof, qui fera partie de D12 aussi, il le rencontre, il commence à se fréquenter. Et puis surtout T3 et Batin, avec qui il formera Slum Village. Voilà, donc ça c'est au milieu des années 90, ils commencent ils sont complètement fauchés, ils n'ont pas de thunes, mais ils arrivent quand même à enregistrer une tape. Ils ont appelé cette tape Fantastique. Et il va faire écouter cette tape à M. Fiddler, donc toujours avec qui il est toujours en contact. Et grâce à M. Fiddler, qui lui a un peu plus de contact, il le fait écouter à Q-Tip, qui est le producteur et un peu plus ou moins le leader de Tribe Called Quest. Voilà, le seul problème pour Slum Village, pour le groupe, c'est qu'il y a
qu'un seul membre qui intéresse Q-Tip, c'est JD, c'est le beatmaker, parce qu'au niveau rap, c'est pas non plus des dingues, quoi. Et donc grâce à Q-Tip, JD il acquiert une bonne notoriété, il commence à placer pas mal de prod, notamment sur l'album des Pharcyde, le deuxième album, Lab Cabin California, avec le tube Running qui est très connu et qui a très bien marché, sur De La Soul aussi, Stakes is High, le morceau éponyme de l'album qui a très bien marché, c'est lui qui le fait, avec Q-Tip et Ali Shaheed Mohammed qui fait partie de Tribe Called Quest aussi, ils forment le trio The Ooma, et pareil, il place plein de prod sur les 2 albums de Tribe Called Quest, et aussi un tube de Janet Jackson, God Till It's Gone, qui a bien marché. Donc voilà, fin des années 90, JD il est quand même déjà bien établi en tant que producteur, ça marche super bien. C'est aussi à ce moment-là que se forment les Soulquarians, pardon. Donc on avait parlé la dernière fois avec Common, donc Soulquarians, je rappelle, c'est tout un collectif qui s'est formé avec JD, Questlove, James Poyser qui est un producteur, musicien de studio, D'Angelo qui est lui plus chanteur soul R&B, et donc Common, les membres de Tribe Called Quest, The Roots, etc. Voilà, il y a plein d'albums qui sont sortis avec ce collectif qui est en background derrière, et je pense aussi par exemple à Erykah Badu, plein de chefs-d'œuvre de cette période-là, fin des années 90, début 2000. Mais le problème, en tout cas pour JD, mais surtout pour ses potes qui sont restés à Détroit, c'est que pour lui ça marche très bien, mais pour ses potes c'est toujours un peu la même merde, quoi. Ils ont toujours pas de thunes. J'allais dire, mais après le rap à Détroit à ce moment-là, c'est quoi? Il veut dire lui-même, là tu parles même, il pèse en dehors de la ville, mais dans la ville à ce moment-là, on a quoi au niveau hip-hop? Bah à ce moment-là, il y a déjà Eminem, il y a déjà Proof un peu avec j'ai parlé de Proof tout à l'heure qui fait parler de D12. Il y a aussi toute une scène horrorcore, mais ça c'est un peu encore autre chose. Là, on va parler d'un aspect qui est plus le rap de Détroit, qui est plus en mode un peu East Coast, qui est en tout cas plus branché East Coast, quoi. Donc et là c'est JD qui va vraiment incarner ça, en revenant notamment à Détroit après cette période face pour lui. Il retrouve ses potes de Slum Village et il réenregistre une nouvelle tape qui s'appelle Fantastic Volume 2. En fait, ils reprennent pour la plupart les mêmes morceaux que la première tape qu'ils avaient enregistrée plus tôt, mais mieux mixés, et puis ils vont aussi inviter des rappeurs assez connus comme Busta Rhymes, DJ Jazzy Jeff, Common et D'Angelo aussi des Soulquarians. Enfin voilà, tout l'album a beaucoup plus de visibilité et aura du coup un bon succès et fera connaître Slum Village et fera peut-être sortir de l'anonymat les autres membres de Slum Village qui en avaient bien besoin. Mais à ce moment-là, il y a quand même des divergences qui se font entre lui et les autres membres du groupe. Ils n'ont plus forcément envie des mêmes choses. Donc il se lance en solo. Et c'est en 2001 qu'il sort son premier album Welcome to Detroit, qui est vraiment cool. Enfin, de toute façon, toute sa discographie est vraiment cool. J'y reviendrai un peu tout à l'heure en plus en détail. Mais à la suite de cet album-là, malheureusement, il est diagnostiqué d'une rare maladie du sang, ce qui va fortement impacter sa... Une maladie du sang, il me semble. Ouais, je dis en 2002, il est diagnostiqué d'une maladie du sang, ce qui va beaucoup impacter forcément sa vie d'artiste. Il ne peut plus partir en tournée, il peut plus... ça va fortement le limiter. Mais en 2003, il continue quand même, et en 2003, il sort un nouvel EP, il se connecte avec Madlib, qui est un producteur un peu dans la même veine que lui, avec qui il partage pas mal de caractéristiques. C'est pareil, Madlib, c'est un mec qui bouffe de la musique matin, midi et soir, il fait que ça, quoi, c'est sa vie. Et ils sortent un projet commun qui est un peu étrange, mais que je trouve quand même cool, qui s'appelle J-Live, où JD pose sur les prods de Madlib et vice-versa. Bon, comme c'est tous les deux pas des rappeurs d'élite, c'est pas non plus incroyable en termes de rap, mais en termes de prod, c'est bien sympa cette sorte de passe d'armes. Et il signe aussi à cette occasion sur le label Stones Throw, qui est un label important à LA, qui est le label justement de Madlib. Et il va du coup aussi déménager à LA en 2004, et il va vivre avec Common dans la première année, en coloc. Mais malheureusement, sa maladie s'aggrave et il va donc devoir passer la majeure partie de son temps à l'hôpital à partir de 2005. Mais encore une fois, comme le mec est obsédé, il aménage un studio dans sa chambre d'hôpital. Et ouais, non, ça c'est incroyable, quoi. Il était aussi, à un moment donné, il fait une tournée en fauteuil roulant.
il part en tournée avec ses potes Frank and Dank en fauteuil roulant. Enfin, tu vois, le mec qui. Il reste aussi bon, quoi. C'est ça qui est fou. Enfin, Et il reste aussi bon, et je j'irais même plus. Enfin, en fait, du coup, il sort en fait un album en 2006, Donuts, qui sera considéré comme son chef-d'œuvre. C'est un album instrumental pour le coup. C'est vraiment, tu vois vraiment toute sa palette de producteurs qui est immense. Et cet album, en fait, il sort et 3 jours plus tard, J.D. meurt. Et depuis, c'est un peu devenu comme Tupac façon producteur, c'est-à-dire qu'il y a plus de projets qui sont sortis depuis qu'il est mort que de son vivant. Il y avait un projet qui est sorti juste après The Shining, qu'il avait déjà bouclé, donc on peut dire que c'est une vraie sortie, mais sinon pour le reste, c'est toujours un peu... je dis toujours que voilà, il y a un peu le côté, la famille qui se fait du bif sur sa notoriété, quoi. Bon voilà, là j'ai fait un peu chronologiquement la carrière de J.D., mais il faut quand même expliquer en fait qu'est-ce qui fait qu'il est considéré comme un des meilleurs beatmakers de l'histoire. Pour certains, c'est même le meilleur. Tout simplement parce qu'il a amené vraiment le statut de producteur à un nouveau niveau. C'est-à-dire que lui, il utilisait une MPC 3000, c'est la machine, c'est une boîte à rythme. Et il avait vraiment un rapport avec cette machine comme celle d'un instrumentiste professionnel. Enfin, c'était une extension de lui. Et ça se sent en fait une sorte de truc naturel, de groove naturel, de fluidité dans ses productions. Il y a des rythmiques aussi qui sont très surprenantes, et ça c'est aussi parce qu'il a une technique assez particulière, c'est-à-dire qu'en fait sur la MPC il y a une fonction qui s'appelle Quantize qui permet normalement de caler les drums. Toi tu fais un pattern de drum et après tu utilises la fonction Quantize si tu veux que ça soit bien calé parfaitement dans les temps. Lui, cette fonction-là, il en a rien à foutre, et il dit moi je fais le truc comme j'ai envie de le faire. Je passe mes drums, s'il y a des petits décalages, c'est pas grave. Et en fait, justement, ça rend cette impression de naturel et de groove, voilà, qui est vraiment kiffante. Et au niveau du sampling aussi, il a aussi une technique assez particulière, c'est-à-dire que traditionnellement, un mec qui va sampler un morceau, il va prendre un passage de 3-4 secondes, je sais pas, un truc comme ça, et qui va en faire une boucle. Lui, en fait, il prend plein de petits morceaux et il les réassemble. C'était Questlove du groupe The Roots qui dit que regarder J.D. produire un truc et sampler un morceau, c'est comme de voir un mec réussir un puzzle de 3000 pièces en une demi-heure. Et c'est vrai que ça donne un peu cette impression. Enfin, apparemment, il était hyper efficace, il faisait ça hyper rapidement. Et surtout, ça reste fluide. C'est-à-dire qu'il prend plein de petits morceaux, des mini-bouts de morceaux qu'il veut sampler, et il les réassemble et ça marche super bien. Voilà, ce qui est aussi incroyable, c'est qu'en plus de ça, il va rajouter des parties instrumentales avec des instruments live, et que on sait même plus où est le sample et où est l'instrument, tu vois, c'est tellement bien mélangé. Enfin, en termes de production, c'est assez incroyable. Ouais, c'est incroyable. Et après voilà, donc moi ce qui me parle le plus par rapport à J.D., c'est vraiment cette sorte de caractère organique et fluide dans ses productions. Tu sens c'est vraiment, il le fait comme il le sent, quoi, et que ça sort naturellement en fait. C'est comme disait son MPC, c'est une extension de lui-même. Tu sens que voilà, il y a un truc très naturel, quoi. C'est un peu d'ailleurs comme ça qu'il est décrit par tout le monde. Tout le monde dit qu'en fait lui il cherche à s'entourer des gens avec qui il a une bonne vibe, avec qui ça colle bien, pour qu'il y ait justement cette impression de naturel et cette fluidité qui soit aussi bien, qui se retrouve dans ses relations avec les gens, quoi. C'est pour ça par exemple qu'il aime bien bosser avec le duo Frank and Dank, qui sont vraiment pas des rappeurs extraordinaires, mais ça coule bien parce que voilà, c'est ses potes et qu'il a une bonne vibe, et c'est pareil d'ailleurs pour son rap à lui, qui lui c'est pas un rappeur, c'est pas Tupac, quoi, mais quand il rappe, il le fait un peu quand il le sent, et tu sens qu'il prend plaisir à le faire. Donc voilà, J.D., héritage immense, c'est le principal architecte sonore de ce qu'on appelle la Neo Soul. Donc Neo Soul, c'est des mecs comme D'Angelo, comme Erykah Badu. Il y a aussi d'autres mecs moins connus comme Bilal, Douélé. Donc il y a tout cet héritage là, mais il y a aussi lui une partie un peu plus électronique. On disait tout à l'heure que la techno était née à Détroit. On peut entendre ce truc plus électronique chez J.D. là, notamment sur le projet qu'il a fait avec Frank and Dank, 48 Hours, et il y a un projet posthume qui est sorti, Dilatronic. C'est un des bons projets posthumes qui est sorti pour le coup, et vraiment je pense que n'importe quel producteur aujourd'hui de n'importe quel style a entendu et connaît J.D. là, et
Enfin, voilà, personne n'y est étranger. Je pense que même des mecs comme Lex Luger, des mecs de la trappe, tu vois, ils connaissent quand même ce truc-là. Il a forcément un impact. C'est unanime, quoi, son apport. Ouais. Oui, voilà. Et puis enfin, autre héritage. Je parlais tout à l'heure de l'album Donuts, qui est que instrumental. Et ça, je pense que entre ça et ce qu'a fait Madlib à LA, ils ont vraiment il y a une scène de ce qu'on appelle la LA Beat qui doit beaucoup à ces deux producteurs-là. Et par exemple, un mec comme Flying Lotus, c'est complètement ça. Bon, lui là, il en a fait il s'était réapproprié. Hein, c'est Flying Lotus, il fait pas du sous JD ou du sous Madlib, hein, mais je pense qu'une de ses inspirations principales, ce sont ces deux producteurs. Ok, bon bah merci pour ta présentation. Désolé, tu coupes un peu, mais je crois que tu avais à peu près développé. C'est énorme. De toute façon, on pourrait faire une émission que sur lui. L'héritage est monstrueux. Quoi de mieux que de s'écouter un son de lui pour enchaîner sur la suite. Donc c'est J Dilla avec Think Twice. Et on se retrouve tout de suite. De retour après ce gros son de J Dilla, Think Twice. Bon, pour raconter les coulisses, c'était quand même difficile de sélectionner quel morceau de JD on allait passer. Je sais que c'était pas simple, mais voilà, j'espère que ça vous a plu. Tellement varié, ouais. Bah ouais, exact. Enfin, pour avoir une vue d'ensemble, on vous donnera quelques noms d'albums et tout, je pense, à la fin pour écouter et se faire une idée. Dans cette troisième partie, on va parler un petit peu de son héritage, il me semble, et des jeunes garnements qui sont arrivés après. Bah allez-y, je vous laisse, je sais pas qui voulait prendre la parole. Ouais, bah en fait, tout l'héritage déjà en termes de production, que ce soit à Détroit ou ailleurs. À Détroit, il y en a un qui est évident, c'est Black Milk. Au début, c'était même vraiment plutôt une sorte de clone de Dilla dans ses premières années. Il a commencé d'ailleurs avec Slum Village. Il faisait partie d'un trio de production qui s'appelle B.R. Gunna,
qui a produit l'essentiel de l'album Detroit Daily des Slum Village. Donc en fait Slum Village, ils ont continué après Dilla à faire du son un peu dans la même veine, mais sans le génie de Dilla, quoi. Mais Detroit Daily est quand même un très bon album. Mais voilà, Black Milk, il a quand même vraiment, surtout au début, une utilisation des drums qui ressemble vraiment à J.D., sa technique de sampling aussi. Son péché, son gros problème, on va dire, c'est qu'il, lui, à l'inverse de J.D., il a toujours envie de rapper, il rappe tout le temps sur ses albums. Et le problème, c'est qu'il n'a pas énormément de caractère, ça rend un peu fade. Même s'il est parfois capable de donner quelques bonnes phases dans ses lignes. En tout cas, il a quand même une belle discographie. Il s'est diversifié. Après ses premières années, où il ressemblait vraiment à J.D., il s'est quand même beaucoup diversifié. Il a vraiment à chaque fois des projets qui proposent quelque chose de différent. Je vous propose notamment les projets Tronic et No Poison No Paradise. Tronic, il est plus en mode un peu électronique, comme son nom l'indique. Et ça marche vraiment pas mal. Et No Poison No Paradise, il est un peu plus dans le truc dark, où il mixe aussi le côté nappe de synthé un peu inquiétant, avec des trucs plus jazzy, soulful et un peu mélancolique. Ça passe vraiment pas mal. Mais globalement, sa discographie est assez propre. Okay, et en dehors de lui, il y en a quand même pas mal. Il y a Apollo Brown aussi qui est à Détroit et qui ressemble pas mal à J.D., mais qui est lui vraiment plus dans du boom bap traditionnaliste, que je trouve personnellement un peu chiant, mais bon, c'est plutôt pas mal. Ok, et Momo, tu voulais nous parler de Karim Riggins ? De Karim Riggins, exactement, pur enfant de Détroit, born and raised, comme ils disent là-bas. C'est un mec qui débute la musique assez jeune. Et il va s'orienter, lui, vers la batterie et le jazz. Donc J.D. a fait du violoncelle, lui, c'était la batterie. Donc il va bouger rapidement à New York, d'ailleurs, à la vingtaine. Et il va se produire avec pas mal de pointures du rap, mais pas du tout du jazz de ces années-là, comme Rodney Whittaker et Ray Brown. Il va clairement faire ses armes avec eux. Et en 97, encore une fois, lui, il va se lier à Common. Donc Common qui est un peu dans toutes les histoires, en coloc avec Jay-Z, en musique avec Karim Riggins. Et ils vont commencer à bosser ensemble. Et en fait, dans les années 2000, il va contribuer à l'élévation de la scène de Détroit, en fait, qui est un peu dans l'ombre, parce que c'est vraiment un musicos et un beatmaker, mais voilà, c'est pas une star, mais c'est un mec qui travaille vraiment dans l'ombre, notamment beaucoup avec J. Dilla et Slum Village. Et il va aussi collaborer avec des mecs dont on a déjà parlé, comme The Roots, Consequence. Et petite anecdote, il a été batteur sur l'album Kisses on the Bottom de Paul McCartney. Donc voilà, c'est un mec qui travailleur de l'ombre, gros musicos. Ouais, il est globalement plus, même limite plus batteur sur des projets, en tout cas musicien de studio que producteur attitré. Il l'a fait pas mal avec Common, mais sinon c'est vrai que j'ai l'impression de le plus le voir en tant que batteur sur des projets. Il y a un projet qui a été fait avec des musiciens de jazz et de techno aussi, justement de Détroit. Et lui, il joue la batterie justement dessus. Donc je pense qu'il a un truc hyper éclectique, quoi. C'est un gros, il est très éclectique et c'est un gros musicos. Donc voilà, moi je tenais à parler du petit Karim Riggins, quoi. Ouais, quelques noms. Parce que du coup, tu dis on disait les enfants de J.D., mais au final tu dis les années 2000, donc c'est même avant sa mort qu'il était actif. De toute façon, on fera peut-être un truc plus axé nouvelle scène plus tard. Là, pour l'instant, on était plutôt les années 90-2000. Et dans la prochaine partie, on va parler de nouveaux phénomènes. On va s'écouter justement ton ami Les Noirs, Black Milk, avec The Matrix. Et on revient pour parler d'autres rappeurs de Détroit tout de suite. Yeah, for every pair of lines I spit, I'll leave you paralyzed and bent, so clear a path. If you're not parallel to my paragraphs, apparently if they say I'm better than you, there's no reason for me to put myself on the pedestal. Moving forward ahead of you, like you're riding a bike and you can't move till the pedals do. Nobody teams comparable, niggas falling so fast they need to pull the strings on the parachute. So stop the comparisons and get buried up under American soil. We can start with the letter U, S, food for thought for fools. When niggas will take a life for the Jews and the pair of shoes. The hood is
niggas out for dollar signs. We trade the heaven skies for a slice of the devil's pie. Tried to make it my downfall, but see all I know is the tall audience's applause for the curtain calls. All the best now is spitting the truth. Why use a let down like convertible roofs? I see the mic and murder the booth. Now killing shit precise like a snipe that's on top of the roof. High. You love my style, cause I'm not what you used to. Caught in the matrix, it's out of hand, how the man got ya. Yeah, my danger feel like riding. You love my style, cause I'm not what you used to. Caught in the matrix, it's out of hand, how the man got ya. Yeah, my danger feel, yeah. Four finger ring rap, sling slang, Pharaoh the flow's good. You couldn't hang if you was Ving Rhames and Rosewood. Couldn't string together some shows if hoes would sing together with soul for you in the UK with the dough's good. I'm Billy Joel, I'm really soul Mike. Dust off some red vinyl that's really old. And chop drums on the road while I'm shotgun with a wireless NBC 4000. I got one, I bomb cruise, I'm hot. I'm cool with Top Gun, but not the fawns of Tom Cruise I got. A pool of lyrical warning shots that you shouldn't respond to. Like pant legs around the ankles of hipsters. I'm tight, paint a more visual picture than Pixar. Get more skull and skeletal or rip fuel. While y'all bite like parasites and pit bulls. You love my style, cause I'm not what you used to. I'm caught in the matrix, it's out of hand, how the man got ya. Yeah, my danger feel like riding. You love my style, cause I'm not what you used to. I'm caught in the matrix, it's out of hand, how the man got ya. Yeah, my danger feel. It go punch, shoot, stab, kill, smoke this, sniff that, nigga pass the pills. Niggas rapping about daffodils, tree hugger, that's when the cat slap your grill. P-mug ya, my defense offense nonsense. Drunk with the kufi on, bringing to a law bend. Clark Kent with the glasses off, power fucking Lois Lane cause her ass is off. Kryptonite, but I'm a blood today. Latin king tomorrow, keep it caliente. I send Spanish niggas to visit your label. Ref on me gente and take your digital cable. The guard hard body, I ain't physically able to test me, I'm gently, this whipping is fatal. Blast sketch, y'all niggas is past sex. Acting like a boss, get lost, what up next? You love my style, cause I'm not what you used to. I'm caught in the matrix, it's out of hand, how the man got ya. Yeah, my danger feel like riding. You love my style, cause I'm not what you used to. I'm caught in the matrix, it's out of hand, how the man got ya. Yeah, my danger feel. C'était donc Black Milk avec The Matrix. Vous êtes toujours dans Dupli Routine, on parle du rap de Détroit. On va parler dans cette dernière partie de rappeurs un peu plus récents, notamment avec Danny Brown, mais on va parler d'abord, Momo, de LZ, qu'on a écouté en tout début d'émission. Tout à fait, LZ. Ouais, bah oui, on était obligé de parler de lui, même si ça risque d'être un peu court, mais obligé de parler de lui quand tu parles du rap de Détroit. Donc lui, il a une carrière qui est un peu faite de haut et de bas. Parfois, je le compare un peu à Lupe Fiasco de Chicago dans le genre, peut-être on est un peu moins connu, mais voilà, c'est un très gros lyriciste, très gros rappeur. Il a vraiment tout pour lui, quoi. Flow, lyrique, style, au niveau des beats aussi, c'est souvent savamment bien choisi, mais c'est pas un mec qui va percer. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que LZ, il a commencé un peu sa carrière de rappeur dans un endroit qui s'appelle le Hip Hop Shop à Détroit. En gros, c'est un incubateur, c'est l'incubateur du rap de Détroit parce que réellement tout le monde s'est croisé là-bas, que ça soit Eminem, J Dilla, Slum Village, Fat Cat, Royce da 5 Nine, D12, le groupe d'Eminem, ou Proof encore. Eminem, juste petite parenthèse pour dire, parce qu'il y a plein de gens qui disent vous parlez de Détroit, mais enfin qui pensent peut-être on parle de Détroit, pas d'Eminem, c'est volontairement que dans cette émission on l'abordera pas spécialement parce que voilà, par choix de faire découvrir éventuellement d'autres rappeurs ou producteurs un peu moins et puis lui il est vite parti en fait aussi bosser avec des mecs de LA comme de Dr. Dre quoi, donc exactement, il vite exporté en fait. Juste pour préciser, excuse-moi Momo, tu peux reprendre. Non, il n'y a pas de souci. Ouais, Eminem a un gros attachement en Détroit, mais oui, après il est parti autre part. Et là, on parle plutôt des gens qui étaient sur le terrain directement. Donc ouais, Hip Hop Shop, qui était une boutique de sap la semaine, et le samedi, c'était des open mic qui étaient organisés, notamment par Proof, le backer et meilleur ami d'Eminem. Et donc c'est là-bas qu'LZ a fait ses premières classes. Et d'ailleurs, comme on le disait en début de chronique, je vous conseille fortement l'album Elmatic de LZ,
même toute sa discographie, parce que c'est vraiment du bon. Et sur Illmatic, c'est vrai qu'il reprend l'album de Nas, Illmatic, et qu'il le refait à sa sauce, et que c'est vraiment un étendard de la ville de Détroit, quoi. De toute façon, il faut être un très bon rappeur pour réussir à faire ça sans que ce soit, tu vois, reprendre un projet entier, et surtout celui-là de Nas, et réussir à faire en sorte que ce soit quand même son projet à lui. C'est assez bien réussi, quoi. Donc allez checker Elzhi, E-L-Z-H-I. Et ouais, très rapidement, un rappeur qui est beaucoup plus récent, on va dire, qui s'appelle Boldy James, que j'ai découvert très tard en faisant l'émission. Pareil, c'est du rap un peu underground, racailleux de Détroit, comme Détroit c'est très bien le faire. Et voilà, moi j'ai bien kiffé son premier projet et son dernier projet qui s'appelle The Price of Tea in China, donc le prix du thé en Chine, qui était produit entièrement par The Alchemist, beatmaker dont on n'est plus censé parler, mais qui est ultra connu dans ce monde-là, qui était le producteur de Mobb Deep. Et voilà, donc il faut aller comme ça, c'est très 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 lourd. Ok, merci Momo pour ces présentations. On va évoquer maintenant un personnage et un rappeur qui tient à cœur à Jojo, je le sais, il aurait voulu en parler plus longtemps, mais malheureusement ça va être un petit peu dur à gérer, mais vas-y, essaie de nous vendre Danny Brown en quelques minutes. Ouais, je suis un peu brimé par mes producteurs, mais bon, je vais essayer de faire ce que je peux. Danny Brown, donc c'est un rappeur que je kiffe beaucoup, il vient donc de Détroit, il a pas mal galéré avant de percer, mais en gros là depuis les années 2010 il est sur une très très bonne lancée. En gros, son sujet de prédilection c'est la consommation de drogue. En gros c'est un gros drogué, ce qui a un peu à double tranchant, c'est-à-dire qu'il a été un peu vu comme la bête de foire du rap. En gros, le mec qu'on regarde se défoncer et s'autodétruire, alors qu'en fait lui il avait justement un message de ouais, je consomme énormément de drogue, oui, mon son il peut s'écouter en teuf, mais en même temps il y a aussi un côté justement où il montre le côté dégueu et hardcore de tout ça. On le compare souvent à ODB, donc Old Dirty Bastard du Wu-Tang, mais je pense que c'est beaucoup à cause de la dégaine, ils se ressemblent pas mal en fait. En tout cas, bon, rien que sur la coupe de cheveux, sur l'attitude, il y a des similitudes. Sacrée tête d'Annie. Mais et c'est aussi un peu peut-être pour l'utilisation qu'il a de sa voix, où il part vachement dans les aigus, parfois plus. Il préfère rester dans le grave, en gros il fait un peu ce qu'il veut. Mais lui, son modèle, ça reste Nas. Parce qu'il a une écriture Nas, il a une façon de te plonger dans son environnement. Et Danny Brown, c'est un peu ce qu'il cherche à faire, c'est à te faire voir sa vie, son environnement de Détroit à travers ses yeux. Et donc voilà, je vous conseille vraiment d'aller checker ce que fait Danny Brown, notamment, moi mon album préféré c'est celui qui est sorti en 2011, Triple X, donc Triple X pour Ecstasy, plus 3x10, donc 30 ans, parce qu'il avait déjà 30 ans à cette époque. Vraiment un excellent album, et en gros sur toute sa discographie il y a des références complètement super rares en fait dans le rap, c'est-à-dire que lui il écoute aussi bien évidemment tous les rappeurs, il s'est débuté au rap, mais il a aussi plein de références comme Joy Division qui fait plus dans le noise rock, Nine Inch Nails un peu dans le même délire, c'est pas exactement le même délire mais c'est un peu le même paysage musical quoi. Tout un truc électronique aussi, parce qu'il a été sur des labels électro, Fool's Gold d'abord, puis maintenant Warp. Et voilà, il a toute une culture rock qui transparaît. Il se compare beaucoup il dit qu'il s'inspire beaucoup de Radiohead notamment. Enfin voilà, il y a vraiment énormément de choses. C'est un rappeur qui mêle à la fois le côté hyper street et à la fois gros lyriciste, et en même temps qui expérimente énormément à chaque album s'il se passe quelque chose de différent. Puis c'est assez festif, non ? Enfin, je sais que nous, pour l'avoir écouté dans des cadres de soirée notamment, certains de ces sons, après... Il y a des sons qui sont hyper festifs. Après, ça dépend des albums aussi. Je pense que toi, les sons que tu connais peut-être le mieux, c'est l'album Old, voilà. Où en fait c'est en deux parties, et la deuxième partie est complètement... il part complètement en couille, quoi. Il y a des sons à moitié dubstep, voilà quoi. Voilà, moi mon préféré ça reste Triple X quoi, mais franchement ces 4 derniers albums c'est vraiment top. Ok, bah écoute, merci, désolé pour t'avoir obligé à restreindre un petit peu ta partie, je sais que tu voulais beaucoup parler de lui. Momo, peut-être un mot sur lui ou pas ? Danny Brown, c'est pas quelqu'un que j'ai beaucoup écouté, juste un souvenir de l'avoir vu à Dour. C'était très festif, effectivement. Il était 17h. On s'est bien enjaillé sur Danny Brown. Donc, allez écouter ses albums, allez voir ses clips aussi qui valent le coup. Voilà.
On n'a pas pu vous parler de tout le monde à Détroit, on refera sûrement une émission sur cette ville parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est une scène très très riche. Ce qu'on va faire à la fin, c'est un petit menu Maxi Best Of avec notre rubrique et vous allez nous proposer chacun peut-être 3 albums basés sur l'émission de ce soir que vous recommanderez aux auditeurs. Voilà, donc on lance la rubrique et Jojo, je te laisse commencer. Bonsoir monsieur. Bonsoir. Passez commande s'il vous plaît. Best of ou Maxi Best of? Maxi Best Of. Ouais, bah moi du coup mon menu Maxi Best Of ça sera Fantastic Volume 2, donc, dont j'ai parlé de Slum Village. C'est donc le deuxième album de Slum Village qui est produit par JD. Donc incroyable, JD au niveau de la prod. Welcome to Detroit aussi de JD. Pareil là il est en mode producteur mais vraiment très bonne vibe, comme je dis, un côté très naturel, très fluide. Et enfin Triple X de Danny Brown évidemment, parce que je viens d'en parler et je crois que ça n'a échappé à personne que j'adore cet album. Voilà. Ok, à toi Momo. Moi ça va être très simple, ça va être Détroit Daily de Slum Village. Globalement la discographie de JD là, avec Donuts bien évidemment et les Dilatronic. Et le premier album de Boldy James que j'ai vraiment kiffé pour le coup, que j'ai mis en repeat 2-3 fois, dont j'ai zappé le nom. Je vous laisserai aller chercher. Et voilà. Bah écoute, je t'appuie sur le Donuts de JD là que j'ai beaucoup apprécié également. Merci à tous les deux pour cette émission sur Détroit qui était cool. Il y a d'autres aspects de la scène, t'en as parlé un peu à un moment, un peu horrorcore, etc., qui existent aussi et qu'on abordera. On reviendra à Détroit, ouais, c'est sûr. Ouais, c'est sûr, on avait mis du temps à y venir, mais c'est sûr qu'on y retournera parce qu'on a kiffé. N'hésitez pas à aller checker les réseaux sociaux de l'émission, le site dipyrotide.fr, la page Facebook Dipyrotide l'émission et le compte Twitter pour vous retrouverez des trucs complémentaires, des vidéos, des clips, des choses comme ça pour alimenter l'émission et la compléter. Si vous aimez aussi à nous faire des retours positifs, ça fait toujours plaisir. Comme on le disait, on a atteint les 1000 personnes sur Facebook. Sur la page, donc, on est très content et on vous laisse en musique comme d'habitude avec justement Danny Brown, Life For. Et voilà, on se dit au mois prochain. Yes, à bientôt les amis. Ciao, ciao. Ciao. I'm ballin' now. Stop. Yeah, just like Kobe. Yeah, callin' now. Stop. Yeah, bitch, you know me. Yeah, fallin' now. Stop. And I'm taking all your hoes, bitch. I'm showing now. Stop. What the fuck I got to lie about? Stop. Stop. What the fuck I got to lie about? Stop. Stop. What the fuck I got to lie about? Stop. Stop. What the fuck I got to lie about? Stop. Stop. What the fuck I got to lie about? I ain't never had shit. 009. Nah, that a nigga got something. Yeah, bitch, I'm stuntin'. Look at all these monies. Hundreds and these fatties. Eatin' at the Whitney. Now your bitch wanna come with me, cause we bout to go to the mall. Tonight we poppin' bottles. My baby mama a hurry. But now I got me a model. And she wanna swallow. Drink it all up. Straight from the neck, from the bottle. Bitch, you don't need no cop. And she bout to go make it rain. Thunder fucking storm. Kush nuggets to the brain. Pop fucking corn. She bad, bitch, whack. Been had hundreds. Nah, nigga, I'm lying. You know that I be frontin', got that income tax swag. That income tax swag. That bag ain't name, but I just call Terra bag. Got that income tax swag. That income tax swag. That bag ain't name, but I just call Terra bag. I'm ballin' now. Stop. Yeah, just like Kobe. Yeah, callin' now. Stop. Yeah, bitch, you know me. Yeah, fallin' now. Stop. And I'm taking all your hoes, bitch. I'm showing now. Stop. What the fuck I got to lie about? Stop. Stop. What the fuck I got to lie about? Stop. Stop. What the fuck I got to lie about? Stop. Stop. What the fuck I got to lie about? Stop. Stop. What the fuck I got to lie about? I'ma blow it up now. Motherfucker later. About to cut me a man. Grabbing that crested gator. Car with a TV in it. Made in a butler too. So what, nigga, this shit ran it. Right now it's gon' have to do. And I'm gonna take it all with me. What I'm gon' be, just gon' tell. Who cares when the kids get grown? Better figure out what they gon' do. Cause right now, nigga, I got it. Nigga, what about you? Broke ass niggas worth nothing. I can buy y'all in two. Cause a long time ago, nigga, I was just like you. Cause we ain't about the past. It's about right now, my dude. Cause normally I be broke. But right now I got cash. Nah, nigga, I'm lying. You know that I be frontin', got that income tax swag. That income tax swag. That bag ain't in, but I just
Bye.